Là, je suis un peu long. Il faut déjà dire que je suis très déçu par le comportement de l'honorable Motte. Je lui ai posé une question tout à l'heure concernant le travail parlementaire qui se résume en deux options, en deux tâches fondamentales, ce ne sont même pas des options. Produire les lois, ça veut dire à l'exécutif ce que l'exécutif doit exécuter, et la production des lois revient d'abord, l'initiative revient aux députés. Je lui ai posé une question simple. Monsieur le député, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, depuis 2020, quelle est la loi que vous avez proposée et qui a prospéré? Il a évité la question. Et deuxième tâche, c'est contrôler ce que le gouvernement fait. J'aimerais bien savoir, avec tous les scandales, Glencore, Savannah et tout, ce que M. Samuel Motte, en tant que député de la nation, a posé comme acte fort dans le contrôle de l'action gouvernementale. Mais curieusement, M. Samuel Motte, avec votre permission, vous colportez plutôt des ragots. Je dis vous colportez des ragots parce que vos affirmations ne sont basées sur rien. Et le ragot le plus ignoble, c'est que vous aurez vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où mettre la liste comme nom. C'est pas comme ça que raisonne un député. Même si vous êtes sur un plateau de télévision, vous restez député. Mais revenons à votre question. Il faut déjà partir d'un bon nombre d'éléments pour comprendre que nous sommes hors du droit. Ça veut dire que le juridisme ne tient pas ici. C'est un rapport de force entre un État répressif, un État oppressif et toute structure, toute personnalité qui fait dans la dénonciation, qui critique, qui met en lumière un bon nombre d'écarts. Et l'ordre de 82, l'ordre de Yaoundé, aime opérer dans le noir. Ça veut dire que s'il y a répression, que cela soit masqué. S'il y a détournement des fonds publics, que cela soit masqué. S'il y a malgouvernance, que cela ne soit pas su. Parce qu'il reste soucieux de son image au sein de l'opinion nationale et internationale. Et il faut donc détruire ou neutraliser toutes ces voix qui peuvent exposer ces frasques, ces forfaits. Alors si on part de ce postulat, on interroge l'histoire même du REDAC avec la répression. Le REDAC a déjà subi plus de 6 cambriolages. Le siège du REDAC, plus de 6 cambriolages avec des documents emportés. Ce qui est sûr, c'est qu'un opposant n'ira pas chercher des documents. Le cambrioleur, c'est qui? Vous permettez, honorable. 6 cambriolages. Mon petit docteur Aristide En plus Mono. de cela, le siège du REDAC a déjà été incendié une fois. Ce ne sont pas les opposants ou les en bas d'en bas qui iront incendier le siège du REDAC. Et en plus de cela, la directrice exécutive du REDAC, vous l'avez déjà reçue à plusieurs reprises, M. Duval Fangwa. Elle a toujours affirmé qu'en 2013, sa fille avait été violée par des gens appartenant à un corps dont on ne va pas citer le nom sur le plateau. Sa fille avait été violée. Ce sont des persécutions. Juste pour vous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui peut relever de la continuité de la persécution d'une structure ou des personnes qui veulent mettre en lumière un bon nombre d'éléments que le système aimerait voir dans le noir total. Ou alors si le système veut vous briser, que ces structures-là soient totalement muettes. Deuxième élément à prendre en considération, c'est la culture de la délation ou des affirmations gratuites qui a toujours travaillé ceux-là qui portent la parole de l'ordre dominant. Je vais prendre quelques cas avant de revenir sur le cas du REDAC. Le professeur Maurice Kamto, deux communicants du parti au pouvoir. Le premier avait dit détenir des vidéos compromettantes du professeur Maurice Kamto. Boule puante. Un autre élément, permettez honorable, un deuxième élément. Les armes lourdes ont été retrouvées dans le domicile du professeur Maurice Kamto. Toujours des boules puantes. Un autre élément,
le professeur Maurice Kamto et le MRC auraient reçu des milliards pour boycotter les élections de 2020. Boule puante. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Le REDAC est en situation de résistance parce qu'il défend la cause homosexuelle. Et cela est repris par un bon nombre d'autorités. Ça veut dire un mensonge pur et simple. Je le dis pur et simple parce que je suis le dossier du REDAC depuis le déclenchement. Il n'a jamais été question, que ce soit au niveau de l'indignation nationale, il n'a jamais été question d'une quelconque défense à la cause homosexuelle, mais une défense des droits de l'homme au Cameroun, de la liberté d'association et de la fin de la répression et de la brimade administrative. Il n'a jamais été question d'une affaire d'homosexualité. Et maintenant, on sauve sur ce domaine parce qu'on sait qu'on pourra recueillir les mois ou la désolation du peuple pour qu'il se désolidarise en fait de l'action, de la dynamique de soutien à ceux-là qui ont toujours défendu les droits de l'homme. On peut reprocher des choses au REDAC. On peut reprocher des choses au REDAC. On peut reprocher les choses à Maximilien Gombe. Mais personne ne peut dire aujourd'hui que cette dame ou ces dames avec le REDAC n'ont pas apporté un soutien considérable dans la protection des droits de l'homme au Cameroun. Que ce soit les journalistes, que ce soit des hommes politiques, ceux-là qui sont dans la délation aujourd'hui, les journalistes n'ont même pas pris le temps de recouper l'information avant de le relayer. Ça veut dire qu'ils ont pris la déclaration comme une parole d'évangile. Quelqu'un dit sur un plateau, nous avons retrouvé les armes lourdes de domicile et vous relayez cela sans toutefois recouper l'information. Mais on va en arriver. Maintenant, des gens vont vous dire, parce que quelqu'un a eu affaire... Non, tout le monde, on peut connaître des moments de faiblesse. On peut ne pas être d'accord. Edmond Kamgial, nous sommes proches de Maximilien Gombe. Mais on a eu des coups durs, des échanges durs. D'abord sur la question des TOFIS, et également sur l'inutilité des inscriptions sur les listes électorales. Mais cela n'exclut pas qu'on reconnaisse le travail fait par cette dame, le travail fait par le REDAC. Alors certains vont dire non, en fait c'est une affaire de deal qui a mal tourné. Ça c'est l'orientation des cabinets noirs du système. Et puis des intellectuels, des universitaires vont aller raccommoder, rafistoler des vieilles théories de relations internationales et dire que non, en fait, les ONG ont toujours opéré. Non. Mon maître en sciences politiques, le professeur Moulou Yacouba, m'a toujours dit ce sont les faits empiriques qui tirent la théorie. Ce n'est pas la théorie qui tire les faits empiriques. Le fait empirique, pour toutes ces analyses, pour tous ces analystes, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu effectivement, est-ce qu'il y a une affaire de 16 milliards? Est-ce qu'il y a financement occulte? L'affaire a été posée en 2021, comme l'a relevé ici, Mekassira et Edmond. Depuis 2021, l'État est resté tranquille, où il attendait d'abord que le REDAC aille dealer avec l'État islamique, ou alors avec Al-Qaïda ou Boko Haram avant d'agir. Et lorsqu'on dit 16 milliards, on ne vous dit pas si c'est réparti entre les 5 associations, on donne l'impression que c'est uniquement pour le REDAC. Et on frappe, on vous dit, voilà, le REDAC a eu à prendre 16 milliards, mais donnez le document aux journalistes. Remettez le document aux journalistes pour qu'ils puissent faire le recoupement. Et pour ce qui est de la NIF, lorsqu'il y aurait même un blanchiment d'argent, un financement occulte, financement du terrorisme, les rapports de la NIF ne sont pas adressés au MINAC. Et parmi les structures nommément citées pour travailler avec la NIF, on n'a jamais cité le ministère de l'administration territoriale. Et lorsque la NIF découvre une affaire importante, ça veut dire au terme de son enquête, la NIF envoie son rapport au procureur général auprès de la cour d'appel compétente. C'est le procureur général. Ça veut dire que si Maximilien Gombe et Alice, comme avec leur REDAC, avait eu des financements occultes constatés par le REDAC, par la NIF allait saisir le procureur général compétent ici à Douala qui allait maintenant engager immédiatement une procédure judiciaire. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Et maintenant, lorsque le ministre de l'administration territoriale veut
intervenir, il ne peut intervenir que dans des cas qui ont été relevés tout à l'heure par Edmond Kambia. Et il est donc de bon ton. S'il aimerait donc agir dans ce cas, ça veut dire que c'est écarté de son objet. Là, c'est la dissolution, trouble à l'ordre public. Mais restons même dans les cas, dans ces activités qui pourraient nuire. Les journalistes présents et les analystes qui récitent les théories à tout vent. Est-ce que quelqu'un peut nous citer une seule activité qui a été nommément citée par le ministre de l'administration territoriale qui mettrait le REDAC en situation irrégulière? Il faut faire extrêmement attention. Il y a des gens qui sont allés dans les délations, ils ont dit le REDAC, vraiment Maximilien Ngombe a un parking de 5 voitures. Pour ceux qui maîtrisent le domicile de Maximilien Ngombe, sa cour ne peut pas contenir 3 voitures. J'ai dit 3 voitures, ceux qui maîtrisent la cour. Alors il faut donc savoir que nous sommes dans une situation où on essaye, je ne mange pas le caddie du REDAC, mais je me situe dans une analyse qui s'appuie sur un nombre d'éléments et qui fait en sorte que je remette en doute tout ce qui est dit autour de cette association. À quel moment le REDAC est frappé? Il faut prendre en compte ce contexte. En plus de ce contexte, il faut se projeter. Les projections au Cameroun, ce sont des élections 2025, 2026 et probablement un gré à gré qui serait en train de se maturer, en maturation. Alors, ces moments, ces 3 moments, ces 2 moments avec un moment possible, nécessitent pour les fondamentalistes, ça veut dire des extrémistes de l'ordre dominant, parce qu'il faut rappeler que quand on parle souvent du régime de Yaoundé, il y a ces extrémistes qui sont souvent là et disent oui, vraiment c'est bien quand on parle de tout le monde à la fois, il faut commencer à les étiqueter. Alors, il est question d'anticiper sur un bon nombre de situations. J'avais déjà relevé cela lorsque Equinox avait été, lorsque le droit de réponse avait été suspendu. J'avais déjà relevé cela. J'avais dit il y a une dynamique en cours pour neutraliser ou du moins obtenir la reddition de ceux-là qui pourront faire le moment venu toute la lumière sur un bon nombre de frasques que certains projettent 2025-2026 et probablement la situation de gré à gré. De sorte que lorsqu'ils vont broyer les opposants en 2025, qu'il n'y ait aucun média, qu'il n'y ait aucun leader d'opinion capable de parler parce qu'on les aurait déjà intimidés. Et c'est dans ce cadre qu'il faut toujours situer ma situation sécuritaire. Ça veut dire qu'on procède à des intimidations, à des oppressions exemplaires pour que ça serve de leçon aux autres et ils rentrent maintenant dans la reddition. Alors, on est en train de préparer ces échéances. 2026, ça pourrait encore être difficile pour ces jeunes loups de l'opposition qui auront à faire face aux barons du renouveau dans les 360 communes. Ils vont les étouffer là-bas. Maintenant, si on n'a pas des haut-parleurs, c'est là où j'appelle certains à beaucoup plus de raisons. On ne fait pas la politique avec les émotions. La stratégie politique se pense avec la raison. Il ne faut pas permettre à ceux qui sont considérés comme des adversaires ou des ennemis communs d'engranger des victoires. Parce que ces victoires vont les conforter et vont leur donner la confiance. Et plus tard, ça sera votre tour dans ce moulinex. Pour faire simple, si Moulinex doit mettre à l'ISCOM, alors que vaudra plus tard le petit candidat de Foutini de l'opposition, le petit candidat de Blangois, avec les bébés Moulinex locaux? Les bébés Moulinex vont dire si Moulinex a brisé une l'ISCOM. Ce n'est pas. Si on a pu briser à l'ISCOM, ce n'est pas un petit gars de l'opposition qui va être candidat dans la commune de Koukpara qui va finalement être à l'abri du Moulinex. Donc j'aimerais faire savoir aux uns et aux autres que quand on le fait, les gens m'ont vu dans le soutien et tout, ils pensent peut-être que c'est... Non, ça n'a rien à voir, c'est une lecture purement objective et on se dit si on défend tous... Purement objectif, monsieur. Je vais vous faire savoir, non, vous me permettez, vous avez parlé ici, personne ne vous a interrompu. Je dis objectif, je vais vous faire savoir, je vais vous faire une confidence. Quand je vais
quand je vais faire une consultation au REDAC, une formation au REDAC, aller former les jeunes leaders au REDAC, quand je forme les leaders au REDAC, et on m'appelle, on me dit, Aristide, on n'a pas de l'argent, on n'a pas de l'argent, on n'a pas de l'argent. Si vous pouvez arriver, voilà ce qu'on peut juste vous garantir. Le transport, et chaque fois, il y a toujours une liste. Donc, monsieur Mout, ne soyez pas surpris qu'à la fin, qu'à l'issue de la plainte qui sera déposée, probablement, par les avocats, qu'on se rende même compte que, je ne vais rien trahir, que nous soyons hyper, ça veut dire si on totalise tout ce que le REDAC a eu de 2019 jusqu'à ce jour, vous serez très